Je tiens à remercier Madame Catherine Collinès pour l'invitation. Donc, c'est Belamel Kamel, donc enseignant-chercheur à l'université de Béjaïa en Algérie, éditeur d'un journal en open access, donc hébergé à l'université de Béjaïa aussi. Je suis représentant de d'OAG, donc je refuse le titre d'ambassadeur, c'est un titre peut-être politique, mais je préfère le représentant d'OAG pour l'Afrique du Nord, aussi pour la francophonie, même pour les pays, c'est-à-dire la France, et la Belgique et tout ce qui est revue scientifique en langue française. Donc voilà, donc mon intervention donc, sera focalisée brièvement sur quelques critères d'indexation de revues dans l'Open Access, dans le DOAG, donc Directory of Open Access Journals. Alors, donc c'est dans mon intervention ici, donc vous avez, nous allons une présentation succincte de DOAG. Donc, c'est quoi le DOAG? Les processus d'indexation, d'évaluation d'une revue scientifique, aussi le contenu les critères basiques sur le contenu de site web d'une revue, les critères sur le contenu de l'article, comment choisir une revue pour publier vos travaux de recherche et comment gérer une revue en libre accès gratuitement. Et enfin, je donne quelques recommandations pour les bonnes pratiques dans l'édition électronique, bien sûr, en open access. Alors, le DOAG, c'est un répertoire gratuit qui permet bien sûr l'indexation de revues qui sont en open access. Donc, l'idée est venue début des années 2000. Donc, 2000, c'est à l'université de Lund, où un groupe de bibliothécaires ont eu l'idée de créer ce répertoire, bien sûr, afin je dirais, de faire des bonnes pratiques dans l'édition électronique, du moment qu'il commence déjà en 2000 la prolifération des revues, ce qu'on appelle revues prédatrices et revues douteuses, même des éditeurs douteux. Donc, par la suite, c'est seulement 5 critères qui ont été demandés à l'époque, juste le titre, le site web de la revue. Donc au total, il y a 5 critères. Maintenant, on est passé jusqu'à 54. Le passage de 5 jusqu'à 50, tout simplement, c'est pour mettre, bien sûr, une barrière, empêcher ces revues prédatrices d'être, je dirais, incluses dans la base de données de DOAG. Donc, depuis 2014, le DOAG a fait une évaluation et jusqu'à 3000 revues ont été retirées de la base de données de DOAG. C'est des revues qui ont été 3000, plus de 3000 revues qui ont été retirées de la base de Directory of Open Access Journal. Et la liste complète, il y en a combien dans la liste aujourd'hui? Je vous donne tout de suite, voilà, dans ma présentation. Alors, donc, la mission de DOAG peut résumer en quelques points. Donc, augmenter la visibilité, la diffusion, la découverte de revues savantes en libre accès, permettre aux universités, aux bibliothèques des universités de bénéficier gratuitement des informations scientifiques, faciliter l'intégration de revues en open access dans les services et des bibliothèques, et aussi dans l'archivage et l'agrégation. La deuxième mission, aider les éditeurs à respecter les normes raisonnables en matière de publication numérique, soutenir la transition de la communication savante à un modèle qui sert la science. Donc il y a actuellement beaucoup d'idées. Est-ce que le gold, le green, donc ça dépend des pays. On voit aussi le nord, le sud. Donc il y a un mouvement dans l'open access. Bien sûr, c'est à cause le 2020. Donc l'Europe, elle a quand même, ils ont fixé le 2020. Il faut que toutes les revues ou bien toute la recherche financée par le fonds public doit être en open access. Alors, donc c'est le site web de
le DOAG, donc c'est doag.org, et je donne en chiffres accès la semaine passée, enfin il y a une quinzaine de jours, le nombre de revues actuellement, ils sont estimés à 10 177 et on trouve 2 600 articles justement qui sont archivés dans cette base de données. Donc c'est le directory. Alors ici je donne ce site vous pouvez affiner votre recherche par spécialité, par thématique. Ici, donc, j'ai fixé par exemple la language and the literature. Donc, j'ai trouvé qu'il y a 60 000 revues dans le domaine literature and language. Donc, bien sûr, il y a en technologie, en toutes les langues aussi. Alors, donc voilà, j'ai vu sur les 2600 articles actuellement sur le DOAG, il y a 14 800, donc 148 000 articles en langue française. Bien sûr, puisque le DOAG accepte toutes les langues, pas forcément que de l'anglais, mais on trouve toutes les langues. Ici, donc, vous pouvez voir les DPI ayant des revues indexées dans le DOAG et d'après l'histogramme montre que l'hémisphère sud, plutôt qui est quand même il est bien avancé dans le domaine en open access. Donc le Brésil, le CLO, donc a permis quand même à mettre plusieurs revues en open access. Il y a aussi l'Indonésie, c'est un pôle qui vient de comment dirais-je, puisque suite à des mesures gouvernementales qui ont demandé, comment dirais-je, de passer à l'open access presque toutes les revues scientifiques qui sont éditées dans ce pays. Il y a l'Égypte, bon, c'est un cas particulier dont on voit plus que 500 revues, mais en réalité, derrière ça, il y a le Hindawi qui est derrière ça, puisqu'il a délocalisé son QG en Égypte par mesure, puisque l'Égypte, c'est un pays quand même les Suds. Pour faire des économies, il y a la main-d'œuvre de bon marché, donc pour faire des profits sur le Sud. Donc voilà, donc il a déplacé tout le Hindawi édite à partir de l'Égypte. Alors, donc là, on montre le nombre de revues ayant soumis des formulaires d'indexation dans le DOAG. Alors, donc, je montre en bleu les formulaires et en jaune, c'est les revues acceptées. Vous voyez bien qu'il y a un phénomène donc, pour l'hémisphère sud. Et là, ça montre, je dirais, le nombre de revues prédatrices, l'éditeur prédateur. Donc, vous voyez bien que quand même le nombre d'indexations, il est trop faible. Le bleu, il est très très grand. En Indonésie, surtout en Inde. Aux USA, vous voyez bien aussi le nombre, il est réduit parce qu'il y a un phénomène d'immigration des Chinois aux États-Unis. On assiste à un phénomène appellation des revues United States Journal of Chemistry. Et derrière ça, il y a d'ailleurs, personnellement, à un moment donné, on a fait la recherche, on tombe sur des adresses bizarres ou des boîtes postales, que derrière ça, il y a un Chinois qui gère ces revues, mais en réalité, on n'a rien à voir. Donc, ils ont bénéficié de certains systèmes pour l'aide de subventions en open access. Donc, c'est pour cela que le nombre de formulaires soumis pour l'indexation est trop élevé. Alors, ici, la consultation par pays sur le site web, c'est toujours, on voit l'hémisphère sud qui constitue la base de données de DOAG. Malheureusement, ici, vous voyez bien que la France ne figure pas parmi les top 10. Alors, dans le processus comment dirais-je, d'expertise ou bien d'évaluation d'une revue scientifique, donc, le rédacteur en chef, il rentre sur le site de DOAG, il va trouver un formulaire apply, donc
de 54 questions. Et dans ces questions, bien sûr, ça permet bien sûr à l'ambassadeur ou bien l'éditeur associé de voir si la revue peut détecter à partir de la comité éditorial, de l'adresse, comment dirais-je, de beaucoup de critères. Et de là, donc le manager éditeur, donc il peut prendre la décision s'il trouve que cette revue n'a pas d'ISSN, parce que on n'accepte pas une revue sans ISSN dans le DOAG. Donc c'est le premier critère. Donc si le formulaire donc il faut le remplir une seule fois. Donc si quelqu'un donc fait double formulaire, la revue directement il est rejeté. Le revue en faux ou bien sans ISSN, des revues prédatrices, titre différent, celui enregistré à issn.org. Donc il y a un triage et par la suite donc il est envoyé aux éditeurs associés de l'expertiser, de donner un avis, puis cet avis donc il revient à l'éditeur, manager éditeur de prendre la décision finale si cette revue sera acceptée ou non dans la base de données. Alors donc pourquoi demander l'indexation dans le DOAG? Donc plus grande visibilité de la revue et de son contenu, bonne pratique dans les processus d'édition de la revue, améliorer la réputation, attirer plus d'auteurs et répondre aux exigences des bailleurs de fonds. Donc, bien sûr, une revue indexée dans le DOAG peut avoir des subventions, bien sûr, que ce soit étatiques ou bien à partir des bailleurs de fonds. Alors, dans les critères d'indexation, donc la revue doit fournir ce qu'on appelle l'accès immédiat, parce que c'est le premier critère et c'est un critère obligatoire. Donc tout à l'heure, on a parlé de revues hybrides. Donc les revues hybrides sont rejetées automatiquement, pas d'hybride. Revue originale en texte intégral, pas de résumé. Le public principal, c'est des chercheurs, puisque c'est des revues scientifiques. Et toutes les disciplines, donc on accepte toutes les disciplines et toutes les langues. Alors, information sur la revue. Donc la revue doit avoir un ISSN, site web dédié exclusivement à la revue, parce qu'on a vu quelques revues qui sont indexées dans des sous-répertoires de la page d'accueil d'une université ou bien libraire. Donc nous, on exige que le site web doit être exclusivement bien sûr dédié à la revue, lien de navigation bien sûr clair vers le contenu de la revue, nom et affiliation doit être complète, surtout de l'éditeur. Il faut qu'il soit une identité, il a, comment dirais-je, des coordonnées bien claires. Et donc revue avec une boîte postale, automatiquement elle sera rejetée. Alors les objectifs, donc le topics, qu'on appelle les topics, doit être bien clairement affiché sur le site web. Le processus d'évaluation, on insiste beaucoup aussi, c'est un critère très important, on tient compte beaucoup. Donc il faut qu'il soit expertisé par les experts, en double blind. Donc il y a plusieurs processus d'évaluation, mais l'essentiel, il faut que le processus d'évaluation doit être clairement affiché sur le site web. Alors les frais de soumission et de publication aussi doivent être clairement affichés sur le site web. Même parce qu'on a vu que quelques revues où l'article, pour lui, il est en open access, ça ne nécessite pas qu'il mentionne, comment dirais-je, les frais de soumission ou bien de publication. Même si c'est gratuit, il faut le mentionner que la revue ne publie les articles gratuitement et pas de soumission, pas de frais de soumission. Donc, mentionner aussi les charges supplémentaires parce qu'il y a des revues qui font ce qu'on appelle waiver pour les pays en voie de développement, donc pour diminuer les APC. Et exiger, enfin, ce n'est pas exiger, mais recommander d'avoir une politique d'archivage de la revue. Alors, le comité éditorial de la revue doit être bien sûr comment dirais-je, identifié. Donc, il faut que le comité devrait contenir au moins 5 membres. Ça, on l'exige pour les revues scientifiques en technologie, chimie, maths,
Il y a une exception pour les revues sciences humaines, donc il y a éditeur associé, donc il peut, je dirais qu'on peut accepter. Les membres doivent être des experts dans le domaine. Les noms et les affiliations doivent être affichés pour les membres. Donc, il faut qu'ils mentionnent l'email, l'adresse. Donc, on fait, comment dirais-je, une expertise. Même on envoie de temps en temps à des membres de la revue. Donc, est-ce que vraiment vous faites partie, puisque pour certaines revues prédatrices, ils mettent des noms des chercheurs de renommée internationale pour attirer, bien sûr, les auteurs. Donc, j'en avais pas mal de cas où, quand on contacte un chercheur, il nous dit que je ne suis pas au courant du tout que je figure dans cette revue, dans le comité éditorial. Alors, le contenu clair, bien rédigé, facile à utiliser. On a aussi une table de matière. URL unique, date de publication et pour chaque article. Donc aussi, on exige la date de soumission et de publication. Et si dans le formulaire, il va mettre une semaine ou bien 2 semaines, la revue est automatiquement rejetée puisqu'ici, l'éditeur cherche bien sûr de ramasser les APC, Alors, le processus d'édition de la revue, donc, montrait un contrôle rigoureux de la qualité de la revue, examen externe par les pairs avant publication, type d'examen, donc aveugle, double aveugle, ouvert, évaluation éditoriale autorisée uniquement pour les revues spécialisées dans les arts et les sciences humaines. Donc, le comité éditorial il peut être des experts. Alors, donc pour la politique de libre accès, donc le texte intégral des revues doit être publié, doit être disponible sans délai. Donc s'il y a un embargo, donc aussi la revue sera rejetée. Il faut dans l'immédiat, il faut avoir le full texte. La politique de libre accès doit être clairement indiquée sur le site web de la revue, disponible sur la page d'accueil du journal, inspirée bien sûr de l'initiative de Budapest. Donc, le contenu de la licence, les auteurs et les lecteurs doivent être clairement informés des termes d'utilisation. Souvent, on recommande tout ce qui est licence en Creative Commons, mais l'éditeur, il peut rédiger sa propre licence. Mais l'essentiel que cette licence doit être inspirée, bien sûr, du modèle de l'initiative de Budapest. Donc, les organismes de financement obligent généralement l'utilisation de la licence la plus ouverte, CC BY, telle que maintenant on a vu, par exemple, pour avoir des subventions de Bill Gates, la fondation, donc elle exige que la revue doit être en CC BY. Sinon, vous ne pouvez pas avoir votre financement. Alors, l'archivage et préservation numérique de la... Donc, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Donc, il faut qu'il soit, comment dirais-je, sauvegarde électronique. Donc, il y a les clouds, les disques, les serveurs, ou bien Locos, Clocos, Bibliothèque nationale, ou bien en Open Journal System. On recommande les licences, les 6 licences donc, en commune créative, donc de préférence qu'elles soient en CC BY, même en CC BY NC, ND, mais si l'auteur, donc plutôt l'éditeur, donc il va mettre le C, c'est-à-dire tout droit réservé. Ça n'empêche qu'il faut qu'il donne certains droits à l'auteur. Donc, c'est une recommandation, mais par exemple, de nombreux éditeurs jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais ils refusent, ils gardent tout droit réservé. On voit le C en bas de la page de la revue, et en contradiction, à mon avis, par rapport à l'open access, puisque ou bien en open access, ou bien on garde les droits. Donc pour nous, donc, il est recommandé que l'auteur conserve le droit d'auteur sans restriction.
Donc il faut qu'il soit rédigé dans la licence. S'ils veulent pas, si l'éditeur ne veut pas, je dirais, mettre ce qu'on appelle un logo de CC BY ou bien d'une commune créative. Recommander aussi aucun transfert de droits commerciaux à l'éditeur. Donc c'est des recommandations. Alors, une revue expertisée, après avoir expertisé une revue, il y a la pastille verte qui sera visible sur je dirais, le nom du journal. Et donc, la revue elle est indexée avec la licence. Il y a aussi ce qu'on appelle un gage supplémentaire, ce qu'on appelle DOAJ SIL. Ça, c'est un critère de qualité qu'on l'attribue, bien sûr, certaines revues qui vérifient certains critères. Donc, bien sûr, de bonnes. Donc, ces critères sont disponibles sur le site web de DOAG. Pour le moment, donc, on se limite surtout pour les critères d'indexation qui sont plus importants pour l'indexation des revues scientifiques. Alors, donc, je voulais quand même parler sur, comment dirais-je, un site très important. Donc, peut-être une partie qui s'adresse aux chercheurs, même aux doctorants qui voulaient faire publier leur article. Donc, c'est un site qui est quand même édité en 22 langues. Donc, moi-même, j'ai contribué à la traduction en langue française. C'est un site, je dirais, comment dirais-je, derrière lui, donc, il y a il y a le COP, DOAG, ISSN, donc STM, WAPSA, donc presque toutes les organisations en open access. Et ce site, donc, c'est une campagne de sensibilisation pour comment aider et détecter, bien sûr, les revues qui sont, comment dirais-je, prédatrices. Alors, pensez, donc, voulez-vous soumettre votre manuscrit à une revue de confiance? Est-ce que la bonne revue pour publier votre travail? Alors, donc, beaucoup de chercheurs sont publiés dans le monde entier. Enfin, pas de sens, donc, de nouvelles revues sont lancées chaque semaine. Des histoires de mauvaises pratiques et de tromperies d'édition sont également à la hausse. Alors, comment pouvez-vous être sûr que la revue que vous choisissez est la meilleure pour votre... Alors, il y a bien sûr, il faut vérifier. Êtes-vous l'un de vos collègues au courant de cette revue? Avez-vous déjà des articles de cette revue? Pouvez-vous accéder facilement aux derniers articles publiés dans cette revue? Le processus d'évaluation que nous avons parlé tout à l'heure, qui est très important. Les articles sont-ils indexés dans des répertoires? Est-ce que le site web de la revue mentionne clairement la nature des frais? Parce qu'il y a des éditeurs, ils ne mentionnent rien du tout sur les APC, mais une fois il vous dit que votre article il est accepté, il peut demander en catimini des APC plus ou moins, je dirais, exorbitants. Puisque de temps en temps, pour une promotion, je dirais pour nous, par exemple en Algérie, c'est exigé pour soutenir votre doctorat, il faut au moins publier un article dans une revue de renommée internationale. Et du coup, donc, il y a des doctorants qui peuvent même payer directement l'éditeur. Alors, reconnaissez-vous le comité éditorial de la revue? Avez-vous entendu parler des membres du comité éditorial? Donc, si la revue est en libre accès, est-ce qu'elle est indexée dans le DOAG, puisque c'est quand même un critère de qualité? Vérifiez aussi si l'éditeur fait partie de l'association des éditeurs WAPSA. Donc, l'éditeur est-il membre d'une association professionnelle? Alors, si on répond à ces questions par oui, donc bien sûr, vous devrez être sûr que la revue que vous avez choisie contribuera à améliorer votre réputation auprès de vos pairs et d'avoir plus de chances d'obtenir de nombreuses citations. Parce que c'est publier pour publier, c'est pas intéressant, mais donc il faut publier pour un but. La publication de vos articles dans une revue de renommée augmentera la qualité de votre profil professionnel et vous aidera
à progresser dans votre carrière. Votre article doit être indexé ou archivé et être facilement identifiable. Alors, j'ai pris comme exemple la revue publiée, donc revue Sciences et Lettres. Donc, c'est une revue que j'ai vue de qualité. Elle a tous les critères qui sont exigés par comment dirais-je, par le DOAG. Juste, il reste peut-être un seul critère pour qu'elle soit indexée dans le DOAG, parce que j'ai vu en bas de cette revue que CC, donc comment dirais-je, il n'y a pas une licence pour cette revue. Bon, ils ont marqué c'est copyright, donc tous les droits sont réservés. Donc, avec plaisir donc, de me contacter pour vous aider, bien sûr, à l'indexation de cette revue dans le DOAG. Alors, donc, quelques outils de gestion des revues en open access. Donc, bon, j'ai donné, donc il y a une version dans les diapos. Alors, je donne un exemple d'une revue en open access. Donc, c'est le Algerian Journal of Natural Products. Donc, c'est une revue hébergée à l'université de BGA. Donc, la plateforme, donc, j'utilise une plateforme OGS que j'ai téléchargée puisque c'est open source. Donc, avec l'aide, bien sûr, avec des collègues informaticiens, nous avons installé sur le site web donc, le serveur de l'université. Les articles, donc, ils sont digitalisés, bien sûr, gratuitement donc, chez Zenodo, archivage gratuit et l'indexation dans le DOAG. Donc, voilà un exemple d'une revue où ça me revient 0 € en quelque sorte. Donc, les articles sont publiés en open access, free of charge. Donc, on a depuis 2016, bon, je prends le cas, le gouvernement algérien donc, a mis une politique pour des revues scientifiques en open access. Donc, il exige que les revues en open access, donc pas de subvention pour les revues qui sont imprimées version papier, donc il va couper carrément les subventions pour ces revues. Et souvent, il phagocyte donc presque à 80% du budget de laboratoire. Donc, il encourage le open access et la transition, cette transition, c'est dans une plateforme, comment dirais-je, le gouvernement algérien, donc il préfère la voie verte. Donc, cette voie verte qui permet, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Algerian Scientific Journal Platform. Et dans cette plateforme, actuellement, il y a à peu près 300 revues scientifiques. Aussi, une autre condition qui a été exigée par le gouvernement, que l'éditeur n'a pas le droit de demander des APC, donc c'est frais of charge. Et bon, c'est vrai que pour le moment, la majorité des éditeurs c'est du bénévolat, comme moi, donc on fait ça bénévolement, mais il y a je dirais, une possibilité d'avoir une compensation. Pour le moment, les textes ne sont pas clairs. On veut établir, mais l'essentiel que le gouvernement, pour le moment, les revues scientifiques refusent catégoriquement de demander des frais de l'auteur. Donc, il dit que c'est de la corruption où on ne peut pas gérer. L'essentiel, l'éditeur peut avoir une compensation du gouvernement. Ils sont contre les APC. Donc, toutes les revues éditées donc, en Algérie sont APC égale 0. 0, on parle de dinars. Alors, donc, information sur le DOAG, il y a quelques liens. Donc, il y a le site web, donc About, donc il y a plusieurs informations. Apply, donc à partir de là, vous avez le formulaire. Donc, des questions, les bonnes pratiques, inspirées de bien sûr, de l'initiative de Budapest. Bon, quelques liens aussi pour les bonnes pratiques et des guides. Voilà, donc je tiens à remercier bien sûr Madame Coulines donc, pour l'invitation
Et je vous dis merci. Est-ce qu'il y a des questions? Viens dans le micro et il y en a un autre à la Non, mais... C'est une question de curiosité. Il y a des revues qui sont retirées du DOAJ, j'imagine, parfois. Et est-ce que vous en gardez la trace pour éviter qu'on redemande à ce qu'elle soit... à ce qu'on refasse le travail de soumission? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une revue a été retirée et pour quelle raison? Pour ne pas refaire la demande de... Oui, mais ce n'est pas forcément la revue qui fait la demande. Pour le coup, c'est une expérience personnelle. Moi, j'avais fait inscrire dans le DOAJ une revue d'histoire médiévale espagnole et je vois qu'elle a disparu aujourd'hui. Elle est restée là pendant des années, elle n'y est plus, je ne sais pas pourquoi. Et donc, pour éviter que quelqu'un d'autre, soit la revue elle-même, soit quelqu'un d'autre que ça intéresse, vous la soumette, comment est-ce que vous gérez ça? Bon, généralement, il y a, je dirais, 2 ou 3 cas. Quand on a fait l'évaluation je dirais des revues, il y a des cas où on a demandé, comment dirais-je, à l'éditeur de resoumettre une demande. Et parmi les 3000 tout à l'heure, il y a plusieurs éditeurs qui n'ont pas répondu à l'appel, en quelque sorte. Donc, c'est pas, ils ont été rejetés tout simplement parce que l'éditeur n'a pas renouvelé sa demande. Donc, il y a une mise à jour de cette base de données. Maintenant, donc, si l'éditeur, il y a un fichier donc, sur le site web d'OAG, où vous pouvez trouver, si vous voulez, je peux vous le montrer après, donc les revues qui ont été retirées. Mais généralement, c'est avec les SSN, puisque c'est un identifiant unique de la revue. Certes, s'il y a un changement dans le nom de l'éditeur, l'adresse et peut-être même le nom de la revue, donc on ne peut pas savoir. Mais l'essentiel que avant 2014, les revues donc, obéissent seulement à 5 critères. Donc on est passé de 5 jusqu'à 55. Donc peut-être, par exemple, pour le cas tout à l'heure de la revue Sciences et Lettres, j'ai vu que il y a le numéro 5 2017, une revue de qualité. C'est juste un petit, je dirais, une mise à jour concernant la licence et la revue peut être indexée facilement dans parce qu'en contact, puisque cette revue, je pense, elle est indexée plutôt, elle est hébergée chez Open Edition. Et donc il y avait une discussion avec le Open Edition puisque Open Edition, donc il est installé à Marseille. En quelque sorte, il jouait sur un certain truc que j'ai discuté tout à l'heure. Il parlait de... Parce qu'avant, c'est une édition, je dirais, avec un abonnement. Mais il voulait être abonnement, en même temps, en open access. Donc, il a inventé ce qu'on appelle le freemium. Donc, freemium, c'est vrai, il vous donne, on rentre dans la revue, je trouve le texte intégral en HTML. Il vous dit que si vous voulez avoir le PDF, allez-y, vous faites l'abonnement ou bien vous entrez votre mot de passe, etc. Donc, bon, pour les jeunes, maintenant, c'est 2 fois rien. Je prends le texte en HTML, je peux l'éditer en clin d'œil en PDF. C'est vrai, peut-être qu'il demande à une frange d'âge, puisqu'il ne manipule pas le... Alors, donc, pour le Open Edition, donc, avec des discussions avec cet éditeur, on a mis ce qu'on appelle la politique d'édition. Donc, si vous rentrez dans cette revue, c'est une je dirais, une politique très courte. Donc, on dit Open Edition, l'évaluation, il faut donner en Open Access, etc. Mais il faut mentionner certains critères qui sont obligatoires pour l'indexation de la revue.
Donc, je pense qu'il faut renouveler votre demande juste pour s'adapter aux critères qui sont mentionnés dans le DOAG, c'est tout. Mais c'est pas, on ne parle pas de termes de critères, puisque le rôle maintenant des éditeurs associés ou bien les ambassadeurs, c'est on n'est pas là, c'est à corriger une copie, mais je trouve que l'éditeur a oublié d'ajouter une information dans sa revue. Il y a une interaction entre l'éditeur et l'ambassadeur. Et là, donc, si on voit que la revue est de bonne qualité, on s'entend sur certains critères et par la suite, il peut y avoir l'indexation facilement. C'est-à-dire les revues qui sont sur le modèle freemium, ils ne sont pas indexés dans le DOAJ? Il y a pas mal de revues. De toute façon, tout ce qui, comment dirais-je, en premium, si je trouve la revue qu'elle donne seulement le résumé, elle sera rejetée automatiquement. Parce qu'il y a des revues en premium qui donne le HTML, donc. Ben, elle rentre dans les critères. Oh, oui, elle rentre. Parce qu'en Open Access, vous avez le full texte. On n'a pas demandé le full text en quel format, mais on a demandé le Open Access en full text. Donc, j'ai dit, c'est pour cela que c'est une invention française. Le freemium, c'est, vous voulez le PDF, allez-y, vous faites l'abonnement. Et paraît-il que le Open Edition, il paye au nombre de... Peut-être comme on a une discussion à la fin et le temps avance, si est-ce que c'est possible que vous gardez vos questions pour la discussion tout à l'heure? Juste un point par rapport au freemium. C'est en fait une politique extrêmement intelligente pour garantir le long terme. Le freemium est une politique très intelligente parce qu'actuellement, comme vous le savez, on n'a pas de business model sûr pour le long terme et ça permet d'amortir les fluctuations parce qu'aujourd'hui, Open Edition, c'est financé par le CNRS, l'Université de Marseille, mais c'est quand même bien d'avoir cette possibilité de financement par les bibliothèques parce que vous avez raison, tout le monde, on peut faire à partir d'un HTML un PDF, mais une bibliothèque qui voudra avoir une grande collection, elle préfère payer le freemium pour avoir accès. Et c'est une politique intelligente de soutien à la fois aux éditeurs, parce que les petits éditeurs qui ne sont pas du tout requins comme les grosses majors, il faut les maintenir en vie. Ça peut être critique dans certains domaines de perdre tout ce savoir-faire des petits éditeurs. Et la solution de Open Edition est justement, à mon avis, remarquable. Il ne faut pas oublier que ça a été fait en 99. Donc ils sont vraiment parmi les précurseurs. Ça. Et je crois que c'est le bon compromis, parce que c'est quand même Open Access, mais il y a tous les services supplémentaires doivent être payés. Voilà. C'est ça. Pour cela, j'ai dit qu'on a accepté. Exactement. Ils sont indexés. Et je pense que j'ai pas le temps. Enfin. Et c'est une bonne nouvelle. Merci. Non, vraiment, il faut avancer. On peut revenir sur toutes ces questions, parce que je voudrais qu'on ait une discussion à la fin. Il y a 300 non, c'est bien, super. J'ai dit que c'est une invention française, pourquoi pas. Il y a l'open access à l'HTML, donc voilà, c'est OK. Hein. Merci. Merci.